peptides présentés dans les molécules CMH, des cellules thymiques. De cette manière, les cellules T sont rendues tolérantes vis-à-vis de la plupart des peptides présents, normalement dans les cellules de l'organisme. Et on dit normalement. Malheureusement, il y a cette décision. Le deuxième contrôle, donc le premier contrôle des cellules T et des cellules B, parce que bon, c'est pas le cours d'aujourd'hui, ça sera la prochaine fois, Inch'Allah, inscrivez. Donc les cellules B. Alors les cellules T, le premier contrôle se déroule dans les organes lymphatiques primaires. Et les organes lymphatiques primaires, il y en a deux. Il y a la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse, c'est le lieu de naissance de toutes les cellules et le lieu de sélection des cellules B. C'est là où elles naissent, c'est là où elles sont sélectionnées. Les thymus, le thymus, qui est un organe lymphatique primaire, c'est le lieu de sélection des lymphocytes T. C'est bon. Les deux cellules ont subi une sélection draconienne. Le deuxième contrôle se déroule dans les organes lymphatiques secondaires. Vous voyez comment le système immunitaire essaie chaque fois, depuis ce matin, de faire un barrage et un deuxième barrage. Qu'est-ce qu'il fait dans ce deuxième barrage? Pourtant, ces cellules, on leur a donné, elles sont immunocompétentes, on les a envoyées dans les ganglions lymphatiques. Bon, c'est bon. Non. Il y a ce qu'on appelle T-B-cell cooperation. La collaboration et la coopération des cellules T et des cellules B une deuxième fois pour éviter justement. Vous voyez que quand une maladie, ce qu'avait dit hier la princesse, quand une maladie se déclenche, c'est qu'il y a eu échec de tout le processus du système immunitaire. On est en train de voir un contrôle après un contrôle, et malheureusement, il y a des gens qui développent des pathologies. Alors, qu'est-ce qu'elle se déroule? Elle se déroule au niveau des ganglions lymphatiques, au niveau de la rate, au niveau des plaques de Peyer et au niveau des amygdales. Là, les deux cellules vont se concerter. Chacun va ramener son antigène et pose la question à l'autre, est-il vraiment étranger et est-ce que je développe la réponse immunitaire? La première question, on la pose. La deuxième question, la réponse est très grave. Parce que s'il est peut-être pas tout à fait étranger, parce qu'il ressemble, et si la réponse est initiée, il ne peut plus faire marche arrière. C'est la mémoire. Au moment où on enclenche la courbe de la réponse immunitaire, on atterrit systématiquement dans les cellules mémoire et la mémoire en fait partie. Donc, puisque les réponses à anticorps à haute affinité requièrent la réaction des cellules T, à ce même antigène, la tolérance des cellules T entraîne celle des cellules B vis-à-vis de nombreux composants. Ainsi, les auto-antigènes sont dès lors probablement les protéines qui, étant spécifiques à certains tissus, ne sont pas exprimées dans le thymus. Donc, dans des conditions normales, les mécanismes de tolérance périphériques, c'est ce qu'on appelle les périphériques, les ganglions lymphatiques et la rate, préviennent l'activation des lymphocytes par des candidats au rôle d'auto-anticorps. Et voilà. Les ganglions lymphatiques, vous vous souvenez tout à l'heure? Il y a les follicules, lieu de résidence des cellules B, et la partie paracorticale, lieu de résidence des cellules T. Si on prend ce bout-là, on va l'agrandir. Voilà ce qu'il va donner. Voici le fromage, la partie du follicule, lieu de résidence des cellules B, et voici la paramédulaire, le lieu de résidence des paracorticales cellules T. Les cellules T, on leur présente. C'est l'étudiant. Il est venu chercher le taxi. Il lui a présenté. La cellule T, elle a reconnu qu'il y a un antigène. La cellule B, elle a capturé le même antigène libre. Mais de peur qu'elle se trompe et que cet antigène est un antigène du soi. De peur. Elle va quitter son endroit et elle va présenter encore une fois à la même cellule T l'antigène. Est-il vraiment? Est-ce qu'il est vraiment du non-soi? Est-ce que je dois? Vous voyez, helper, T-helper, elle va aider la cellule B à prendre ça. C'est le deuxième contrôle. Donc il y a un contrôle central dans le thymus et la moelle osseuse, et il y a un contrôle périphérique qui se fait dans la rate, dans les ganglions lymphatiques. C'est cette interaction qui est obligatoire pour que la cellule B parce que dès que la cellule T lui sécrète des cytokines, elle lui a donné
la carte blanche pour monter. Les deux, dans le thymus et dans la moelle osseuse, ont subi la même sélection vis-à-vis des peptides du soi. Donc celle qui peut éventuellement confondre, on va le freiner. On va l'arrêter pour qu'elle ne commence pas sa division. Et là, ça va nous donner une notion très importante, ce qu'on appelle les molécules costimulatrices. Donc, si maintenant, cette cellule s'est trompée et elle risque de confondre le soi et le non-soi, particulièrement les cellules. Les cellules qui présentent, les cellules dendritiques, les macrophages, toujours quand elles présentent un antigène de non-soi, puisqu'elles l'ont capturé, elles doivent obligatoirement présenter une autre molécule qui va stimuler la réponse immunitaire des cellules. Ces molécules, elles s'appellent les molécules co-stimulatrices. La molécule stimulatrice, c'est l'antigène. Co-stimulatrice, c'est la deuxième. Alors, l'activation des cellules T naïves, vierges, nécessite la participation des cellules présentatrices d'antigènes, qui ont capturé les ganglions lymphatiques. Bien sûr, elles se dirigent et expriment la molécule B7. Cette molécule co-stimulatrice, elle va agir bien sûr avec le complexe, en plus du complexe CRH. Alors, pour que le système immunitaire ne se trompe pas, pour que ces cellules ne se trompent pas, même si une cellule du système de notre organisme a présenté un antigène, pour que la cellule en face, T, ne déclenche pas, si elle ne présente pas le B7, il n'y a pas de stimulation. Donc ça, c'est le troisième contrôle. C'est que la cellule qui capture doit systématiquement présenter une deuxième clé, la costimulation. S'il n'y a pas de molécule costimulatrice, il n'y aura pas de multiplication clonale. En rouge, la plupart des tissus qui produisent des protéines spécifiques, et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a, malheureusement, dans le thymus, le panel du soi n'est pas complet. C'est-à-dire, tous les peptides qui ont été présentés aux cellules T ne reflètent pas à 100% les peptides de l'organisme. Il y a un manque. Il y a certains peptides qui n'ont pas été présentés. Et qu'est-ce qu'en font ces cellules-là à qui on n'a pas présenté le soi? Elles vont le considérer comme non-soi. Ça, c'est un danger. Donc, de peur qu'il y ait cette situation, la plupart des tissus qui produisent des peptides spécifiques n'expriment pas de molécules co-stimulatrices. S'il n'y a pas la co-stimulation, c'est un peptide de soi qui n'a pas été présenté, mais aussi qu'il ne faut pas réagir contre. Ils ne peuvent pas présenter des peptides dérivés de ces antigènes spécifiques de manière à ce qu'ils puissent activer les cellules naïves. Donc on bloque. Il faut qu'il y ait une co-stimulation. Et là, ça a donné naissance récemment à un concept nouveau, c'est le concept des deux signaux. Le concept des deux signaux. Le premier signal, c'est l'antigène lui-même. Le deuxième signal, c'est la molécule costimulatrice. C'est exactement, vous voyez que l'être humain met du temps pour concevoir, c'est exactement quand il s'agit de décisions graves, telles que la bombe nucléaire. Certains d'entre vous ont vu ce film, quand Denzel Washington était jeune, dans un sous-marin américain, et il fallait lancer une bombe contre les Russes. Vous vous souvenez? Les deux clés. La notion des deux clés. Lui, le commandant, il a la clé, et il veut avoir la deuxième. Denzel Washington ne voulait pas le lui donner. Parce que s'il devient fou, donc, c'est ça. La folie, c'est se tromper. Il faut qu'il y ait deux clés qui rentrent et qui tournent en même temps. La première clé, c'est l'antigène. La deuxième clé, c'est la molécule. Et là, ça a donné une autre vision, un autre aperçu sur ces cellules qu'on appelle les éboueurs, les macrophages. On croyait qu'elles viennent, elles ramassent tout et après... Non. Elles ramassent, certes, elles phagocytent les corps étrangers, certes, elles présentent de manière délicate, certes, mais aussi, elles savent, quand il s'agit d'un corps étranger infectieux, B7, quand il s'agit d'un corps étranger non infectieux, il n'y a pas de B7. Parce que ce n'est pas tout ce qui rentre dans l'organisme est dangereux. Le pollen n'est pas dangereux.
La poussière n'est pas dangereuse. Les acariens ne sont pas dangereux. Pour ne pas avoir une réponse immunitaire contre tout et n'importe quoi, la cellule qui est phagocytée, quand elle présente, doit systématiquement. Donc, elle a bien analysé le corps qu'elle vient de digérer et elle va dire à la cellule T, oui, c'est un corps infectieux. S'il est infectieux, elle présente la B7 et la cellule T, elle a le CD28, il y a prolifération. Si elle présente celui-là, mais jamais le B7, c'est un corps étranger, certes, mais il n'est pas infectieux. Et là, on évite toutes les maladies auto-immunes et les hypersensibilités. Les hypersensibilités, prendre du lait, 99% de la population, ce n'est pas dangereux. 1%, ça peut être mortel. Les œufs, la fraise, c'est des composants qu'on ingère, qu'on inhale, la poussière. Certaines personnes, vous mettez un petit parfum, ils risquent de mourir. L'extrême hypersensibilité. Et donc, ces gens-là, ils font partie de l'exception. Mais la règle, on ne monte une réponse immunitaire que contre ce qui est infectieux. Et les cellules présentatrices d'antigènes sont dotées de molécules qui arrivent à leur permettre ce qu'on appelle les TLR, les Toll-like receptors, qui leur permettent d'identifier l'infectieux de non-infectieux. Phagocyter le tout? Oui. S'il y a de la poussière ou il y a des particules dans le sang, il faut ramasser. S'il y a quelque chose d'un corps étranger, il faut le ramasser. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut développer une réponse immunitaire. Ça, c'est les cellules T. Et les cellules B, on ne leur présente pas. C'est un problème. Qui est-ce qui va leur dire qu'on est en face d'un agent infectieux? Qui est-ce qui va leur dire? Puisqu'il n'y a pas, on ne leur présente pas. Elles sont libres. Elles doivent prendre la décision contre des macromolécules. Lipides, sucre, polysaccharides, médicaments. Et bien voilà. Il y a un élément qui est très important, le complément. Le complément. Parce que les cellules B ne peuvent réagir que contre ce qui est extracellulaire, qui se balade, qui n'a pas été capturé. Ça se balade dans le sang, et si cet agent est infectieux, il a été directement, il est pénétré suite à une piqûre de moustique. Il se balade. Le premier élément de la réponse immunitaire innée qui va réagir contre cet agent infectieux, c'est le complément. Ces protéines plasmatiques qui vont s'activer et elles vont s'accrocher à lui et vont lui faire un label, comme si vous portez une étiquette. Donc cet agent infectieux se balade avec l'étiquette. Il arrive dans les ganglions lymphatiques avec l'étiquette qu'il est infectieux. La cellule B, grâce à son IgD, à son immunoglobuline D, son récepteur, elle va le reconnaître comme corps étranger, mais la garantie qu'il est bel et bien infectieux est donnée par le complément. Deuxième signal. Deuxième signal. Donc, le premier signal, c'est l'agent infectieux lui-même. Le deuxième signal, c'est le complément. Si l'agent se balade sans complément, c'est qu'il est étranger, certes, mais pas infectieux. Et c'est pour ça que ces gens-là, généralement les gens qui ne sont pas hypersensibles, n'ont pas de réponse immunitaire contre le pollen. Donc la garantie du deuxième signal pour les cellules T, c'est la molécule costimulatrice. Pour les cellules B, c'est le complément. Et le complément réagit contre le venin, contre tout ce qui est polysaccharide, contre des agents infectieux, mais pas contre tout ce qui n'est pas infectieux. Voilà des moyens pour limiter de tomber dans l'auto-immunité, pour éviter de réagir contre ce qui n'est pas infectieux et contre ce qui est bien sûr le soi. Et voilà cette molécule. Vous voyez là, la présentation a été bel et bien faite, mais il n'y a pas la molécule B7. Quand la présentation est faite, mais il n'y a pas la molécule B7 et donc la CD28, il n'y a pas de réponse. La cellule T, s'il y a la présentation et il y a la molécule B7 et CD28, il y a systématiquement clonage. Donc la B7, la molécule costimulatrice, est considérée comme deuxième signal pour autoriser la cellule T à monter une réponse. Et là, pour aussi éviter qu'il y ait une maladie. Alors, donc toujours, malheureusement il y a des exceptions à la règle, présentation des peptides du soi par des macrophages. Un des problèmes dans lequel, malheureusement,
même le système immunitaire ne peut pas, c'est une sorte de confusion. Une cellule infectée, elle, ça a été déclarée, elle a envoyé son CMH classe 1, elle doit mourir, et elle va mourir par apoptose. On ne va pas la laisser dans l'organisme, on va la phagocyter pour l'enlever de la circulation. Dans cette phase de phagocytose, le macrophage va présenter ce qu'il a phagocyté, CMH classe 2. On a dit que les macrophages, CMH classe 2. Et en présentant les peptides de ce qu'il vient de phagocyter, il risque de présenter même le peptide de la cellule du soi, CMH classe 2. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vraiment. On va lire, après, il y a un schéma. Les cellules T pourraient cependant être activées par des antigènes spécifiques lorsque les cellules présentatrices d'antigènes professionnelles captent et présentent des peptides dérivés d'antigènes spécifiques produits par d'autres types cellulaires, ce qui peut survenir au cours d'une infection quand les cellules mortes ou infectées sont captées par les macrophages, l'auto-immune. Le schéma, heureusement qu'il y a des schémas. Une cellule infectée. CMH1, elle s'est déclarée, les cellules T viennent de la tuer, l'apoptose s'est déroulée, les macrophages la ramassent. C'est ça la suite. Le macrophage la prend, le voici. Il la dégrade. Il risque de présenter son peptide sur le CMH2 et sur le CMH1. CMH2, il va activer les cellules et malheureusement, la cellule T, elle va rencontrer ce CMH et elle va le considérer comme non-soi. Et chaque fois qu'elle va rencontrer cette cellule, elle va la tuer. Donc finalement, le but du macrophage, c'est surtout de présenter l'agent infectieux. Mais aussi, il risque de présenter la paroi des protéines de la cellule qui est en train de mourir. Et qu'est-ce qui se passe? La cellule T, comme c'est sur CMH classe 2, elle va se dire, tiens, ça c'est un corps étranger puisqu'il a été présenté. Et elle risque de monter une réponse immunitaire contre les peptides du soi et elle va revenir dans son scanner chaque fois qu'elle retrouve ce peptide, elle le tue. Donc, première raison des maladies auto-immunes, c'est les cellules mortes, mourantes, capturées, infectées, capturées par les macrophages, présentées par les macrophages sous forme CMH classe 2 aux cellules T8. Les T8 rentrent dans une confusion parce que ça a été comme un corps étranger et elle risque de le considérer comme. Donc, la cellule T8, comme il y a un clonage, elle envoie toutes les cellules qui viennent de naître du clonage, scanner, et elle, chaque fois qu'elle trouve ce peptide, elle l'attaque. C'est une maladie auto-immune. Est-ce que ça dépend de l'agent? De l'agent infectieux, certes, ça dépend de l'agent, surtout c'est des virus, mais aussi d'une sorte de confusion dans la présentation. La cellule qui est présente, elle va la présenter, le CMH, surtout CMH classe 2 et la T8 et la T4. Ça a toujours été le cas, c'est de présenter les deux. Absolument. Mais comment se fait-il qu'à cette fois-ci, il y a eu une confusion? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que quand on présente le peptide du soi sur le CMH classe 2 ou CMH classe 1, il risque la cellule, comme c'est une cellule présentatrice d'antigènes, elle n'est censée présenter que le non-soi. Donc c'est le macrophage Qui a présenté les peptides du soi et du... Exactement. Parce qu'il a phagocyté une cellule du soi et il a présenté par erreur ces peptides. Les facteurs qui ont fait que le macrophage présente ses propres peptides. C'est pas ses propres peptides, c'est des peptides d'une cellule morte, pas ses propres. Non. On va simplifier. Une cellule hépatique infectée par le foie, par le virus de l'hépatite. Elle s'annonce, elle est tuée, le macrophage viendra la ramasser. C'est une cellule hépatique. Il va la présenter aux cellules T4. Les cellules T4, il va présenter peut-être des particules virales, mais aussi des peptides de la cellule morte, hépatique. La cellule T4, elle va considérer comme cette molécule étrangère et elle va... Exactement. Et chaque fois, elle rentre. Donc c'est ça, oui. Oui, c'est tout ce qui est intracellulaire.
problème, ici on parle de virus parce que c'est intracellulaire, mais surtout tout ce qui est infecté et déclenché une mort programmée, le travail se fait normalement, le macrophage doit ramasser les cellules mortes, on ne les laisse pas comme ça, mais au moment de la présentation, certains peptides glissent dans cette présentation et on les présente. C'est ce qui explique que ça se trouve beaucoup plus chez les sujets âgés que les sujets jeunes. C'est pas, il n'y a pas de diabète de type 1. Il y a des maladies, c'est vrai, qui surviennent avec un certain stress. Il y a la prédisposition. Il y a l'environnement, il y a bien sûr le stress qui fait, et comme je vous ai donné, oui, effectivement, comme je vous ai donné dans un des cours, quelle est la relation entre la génétique et l'environnement? Est-ce que je suis condamné parce que mes parents ont cette pathologie? Est-ce que je l'aurai ou non? C'est un peu cet exemple à l'américaine, un pistolet et la balle dans le pistolet. La balle dans le pistolet, c'est votre génétique. Votre hygiène de vie, votre environnement déclenche. Appuie sur la gâchette. L'expression de la vie. Il y a des gens qui ont des pères diabétiques ou une mère ou les deux, mais avec un régime, avec une hygiène de vie, avec moins de stress, ne vont pas appuyer sur cette gâchette. On parle de stress, il y a du stress oxydatif. De stress. Bon, le stress, mais aussi le stress oxydatif, c'est à l'échelle de la cellule. Mais le stress dans notre vie, notre quotidien, notre alimentation, bien sûr, voilà, fait en sorte que... Donc, un des problèmes majeurs, c'est cette confusion. Voilà, c'est cette confusion d'une cellule phagocytée qui a présenté le CMH d'une cellule donc du soi, et que la cellule T en face, malheureusement, l'a considérée comme un soi. Ça, c'est une des raisons des maladies auto-immunes. La deuxième raison des maladies auto-immunes, et là c'est extraordinaire, c'est un processus infectieux. On sait très bien que certains cancers naissent d'infections, en l'occurrence des hépatites, mais on sait aussi que certaines infections sont à l'origine de maladies auto-immunes. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand les cellules, les tissus sont enflammés, certaines cellules expriment des molécules de CMH classe 1 et classe 2. Et là c'est toute l'originalité. C'est-à-dire, voilà, c'est une autre contradiction, mais c'est ça ce qui fait l'immunologie. On a dit tout à l'heure que les cellules nucléées présentent exclusivement CMH classe 1 et les cellules spécialisées CMH 1, 2. Et bien, dans certains processus inflammatoires, les cellules nucléées somatiques, quand elles sont infectées, elles présentent CMH classe 2. Voilà. Et quand elles présentent CMH classe 2, la cellule T4 en face, parce que la T4 est programmée que tout ce qui est en face est l'étranger. CMH2 ne peut présenter que l'étranger. CMH1, l'étranger ou le non. Donc, quand la T4 est en face de CMH classe 2, elle se dit, ça c'est un corps étranger, et s'il est étranger, je vais l'attaquer. Et ça, c'est la deuxième raison des maladies auto-immunes. Alors, ces changements qui augmentent le nombre d'antigènes peptidiques différents présentés par une cellule et leur densité à la surface peuvent conduire à des interactions avec des glandes de cellules T qui n'étaient pas sensibles à cet antigène lorsqu'il était présenté au taux inférieur. Donc, l'inflammation fait en sorte que s'il y avait à la surface d'une cellule péjorativement 100, ça devient 1000 CMH. On augmente la présentation de CMH1 et on ajoute CMH2 et le taux présente le même antigène. Là, la cellule T4 risque de confondre. L'extrême multiplication suite à l'inflammation et particulièrement, malheureusement, de cette cytokine inflammatoire qui intervient dans les infections intracellulaires et particulièrement virales, l'interféron gamma. Dès que l'interféron gamma est présent, il va augmenter l'expression, il va induire l'expression de CMH classe 2, alors qu'elle n'existait en aucun cas sur les cellules somatiques, et bien sûr, ce qui bien sûr va exposer la cellule, et voilà le cas de ces cellules-là. Donc une infection, il y a systématiquement des cellules qui viennent, la cellule T réactive, donc maladie auto-immune, elle va considérer que ce qu'elle a présenté comme agent externe, alors que c'est un corps normal, et tissue injury, et bien sûr auto-immunicide. C'est-à-dire l'expression élevée des CMH suite au processus inflammatoire
et l'expression de CMH2 qui n'existe pas. La T4, elle vient, elle trouve que les CMH2 sont présents, donc c'est un corps étranger, et elle va mémoriser, et quand on mémorise, systématiquement, on tombe dans les maladies auto-immunes. Donc, l'une des raisons primaires des maladies auto-immunes, nous avons vu, c'est une cellule qu'on n'a pas citée. La deuxième, une cellule qui a subi une inflammation et elle a présenté trop de CMH et des CMH classe 2 qui n'existent pas normalement. Et on va voir la troisième raison. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée sur l'expression de CMH en général. Vous voyez ça, c'est un macrophage qui vient de phagocyter. Il avait 3 CMH, là il en a 6. Donc systématiquement, quand on présente beaucoup, là c'est une cellule infectée. Au début, elle a présenté 1, maintenant 3. Elle augmente le nombre de CMH et malheureusement parfois, elle augmente même le nombre de CMH classe 2. Et donc la cellule T, elle va considérer que c'est des corps étrangers et elle va les attaquer. Et elle attaque sa propre, donc, comment dirais-je, cellule, le soir, du soir. Il est frappant. Remarquez là, ces pathologies qui ne sont pas tout à fait anodines. Il est frappant de constater que des cellules, de telles cellules, qui comprennent celles de la thyroïde, les cellules les cellules bêta du pancréas, les astrocytes et les microglies. Et c'est les 3 cas de pathologie auto-immune. Thyroïde, pancréas, sclérose en plaques. Lisez bien, sont présentes dans des tissus agressés par les cellules. Vous voyez les maladies auto-immunes, donc ça c'est le diabète de type 1, sclérose en plaques et bien sûr l'hyperthyroïdie. Bien que l'expression de CMH classe 2, en l'absence de molécules de costimulation, soit insuffisante pour l'activation des cellules T naïves, elle fournit malheureusement une cible potentielle. Les cellules enregistrent ces CMH, et c'est ce peptide, il n'y a pas de costimulation, mais elles restent prêtes à attaquer, et un jour, suite à un choc, elles vont attaquer. Donc l'attaque n'est pas imminente, puisqu'il n'y a pas la molécule de costimulation, mais elles ont mémorisé. Chez ce bébé, elles ont mémorisé les cellules bêta de Langerhans, leurs peptides. Et comme par hasard, les peptides du pancréas sont les mal exprimés au niveau du thymus. Donc les cellules, elles sont moins préparées à ces peptides, elles vont, suite à une infection, les rencontrer, et malheureusement, suite à un choc, la cellule T, elle va revenir directement et attaquer soit la sclérose en plaques, la thyroïde, ou bien sûr le pancréas. C'est typiquement des maladies auto-immunes. Donc c'est un préchargement, vous voyez très bien qu'on revient sur la molécule costimulation. C'est vrai qu'il n'y a pas de molécule de costimulation, mais n'en demeure pas moins qu'il y a eu présentation d'un peptide du foie qui a été mal reconnu et qui risque malheureusement d'être attaqué immédiatement. Et un autre cas des maladies auto-immunes, mais cette fois-ci qui n'est pas directement lié au CMH, c'est dans le cas de ce qu'on appelle la fièvre rhumatoïde, qui va engendrer l'angine de poitrine et qui risque de provoquer même des insuffisances cardiaques. Donc ça commence toujours par une angine, des angines répétées, blanches, purulentes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On développe des anticorps, anti-strep. Mais trop d'anticorps anti-strep rentrent en circulation. Et malheureusement, il y a des cellules cardiaques qui ont une similitude avec les antigènes de la bactérie. On appelle ce phénomène le mimétisme. Les cellules du cœur ont des similitudes avec l'antigène bactérien et les anticorps vont se déposer. Elles vont commencer, c'est pour ça que les bébés, les enfants qui ont des angines très tôt risquent d'avoir des problèmes cardiaques, c'est à cause de ça. Donc les anticorps, suite à une infection anti-strep, certains individus produisent des anticorps anti-strep, jusqu'ici c'est bon, mais qui réagissent avec un antigène dans le muscle cardiaque. Le dépôt de ces anticorps dans le cœur cause une maladie inflammatoire appelée la fièvre. Et ils peuvent même se déposer malheureusement au niveau des reins, et ça cause ce qu'on appelle les glomérulonéphrites. Donc ça attaque. Parce qu'il y a un excès d'anticorps suite à une infection agressive, et suite à cette infection, il y a systématiquement une sorte de dépôt, et 2 organes nobles sont attaqués, le cœur et les reins. Et voilà, on est dans presque une maladie auto-immune, puisque les anticorps n'ont pas cherché
mais par mimétisme, ils ont confondu et on rentre dans cette situation. Et donc, je vais juste terminer avec 2 planches sur la différence des cellules. Voilà. Les CMH classe 1 et C, puisqu'on en a commencé. Donc, CMH classe 2, contre les microbes extracellulaires, c'est surtout des cellules phagocytaires qui vont présenter le CMH classe 2 au T4. Les T4 sécrètent des cytokines qui vont activer tout le processus du système immunitaire, activation du macrophage et destruction des cellules, des microbes phagocytaires. CMH, alors que les cellules B qui ont les CMH classe 2 capturent le microbe d'elles-mêmes, mais elles doivent coopérer avec la cellule T. Vous voyez ici tout le sens de ce qu'on appelle CD4 helper. Elles aident celles qui ont capturé, que ce soit les macrophages, ou celles qui ont capturé, que ce soit les cellules B, à prendre une décision. S'il n'y a pas de cellules T, d'où le danger de certaines infections, en l'occurrence AIDS. Si vous n'avez pas de T4, vous n'avez pas de réponse immunitaire. Les cellules ont beau capturer, les cellules B ont beau capturer, mais il n'y aura jamais de réponse immunitaire. C'est un arrêt. Le déclencheur de la réponse immunitaire, l'organisateur, le chef d'orchestre du système immunitaire, c'est les cellules helper. Elles aident les macrophages à tuer et les cellules B à produire des cellules. Donc, sans cellules T4, il n'y a pas de réponse immunitaire adéquate. Les cellules infectées, quant à elles, elles présentent CMH classe 1 au CD8, et les T8, bien sûr, tuent les cellules infectées. Et on va justement terminer avec ce qu'on appelle les cellules auxiliaires, juste pour vous donner. Donc, différenciation de ces cellules T. Voilà, c'est la notion de TH1 et TH2. Alors, les cellules CD4 peuvent se différencier en 2 classes maintenant, qui vont produire des cytokines différentes et jouent des rôles différents. Les 2 classes, c'est TH1, TH2, donc helper type 1 et helper type 2. CD4H1, on les trouve de tout ce qui est infection intracellulaire, virale, mais même bactérienne. Elles jouent un rôle très très important et elles activent les cellules B à produire des IgG, généralement les immunoglobulines G, qui peuvent nous donner une réponse appropriée lors d'infections virales et bactériennes. TH2, CD4, TH2, c'est des cellules qui produisent l'interleukine 4. Et l'interleukine 4, il ne faut pas toujours avoir TH2 comme mauvais. Ce sont de très bons élèves parce que les cellules TH2, on en a besoin pour les infections parasitaires. Si on n'a pas de TH2, il n'y a pas de réaction parasitaire. Donc les TH2 jouent un rôle prédominant dans tout ce qui est infection parasitaire, sauf, malheureusement, quand elles confondent l'antigène et elles le considèrent comme étant un corps étranger. C'est le cas des allergènes. Et les allergènes, on trouve les cellules d'interleukine 4 qui va provoquer la production des IgE et bien sûr l'interleukine 5 qui est activée aussi. Donc, juste un schéma pour en finir. Donc, voilà les cellules T activées, T4 naïves. Tout dépend de l'agent infectieux. Si c'est un microbe intracellulaire, généralement, on va aller vers une réponse TH1. S'il s'agit d'un parasite ou malheureusement d'un allergène, on va aller vers les cellules TH2. Alors, qui est-ce qui conduit à ce que les cellules passent dans un sens ou dans un autre? Alors, il y a surtout cette molécule d'interféron gamma. Donc, la cellule qui a capturé, elle va présenter à la T4. La T4 sécrète l'interféron gamma, et l'interféron gamma va permettre aux cellules B de produire généralement des IgG, et les IgG vont neutraliser les microbes et aider à l'élimination. L'inverse, si on a capturé un parasite, c'est pour ça que je vous ai dit que les macrophages ne sont pas de simples boueurs. Elles vont même décider de l'orientation de la réponse immunitaire. Alors, si elles sécrètent ici les APC, et là, elles ont capturé un virus et là un parasite, elles vont déterminer dans quel sens on y va. Si c'est un parasite, comme dans ce cas-là, elles vont orienter la réponse immunitaire, TH2, pour avoir des éosinophiles qui vont tuer le parasite ici, comme le helminth, et permettre aux cellules B de produire des IgE qui vont activer les mastocytes aussi pour tuer le parasite. Donc, la réponse TH1 et TH2 est déterminée par l'antigène et bien sûr par la cellule, comment dirais-je, le macrophage. Alors, le macrophage, quand il capture un virus ou une bactérie intracellulaire,
il produit l'interleukine 12. La cellule B, elle reçoit l'interleukine 12, elle va produire, la cellule T, elle va produire l'interféron gamma, et l'interféron gamma va permettre. Si le macrophage a capturé un parasite, le parasite empêche le macrophage de produire l'interleukine 12. L'absence de l'interleukine 12 rend systématiquement la cellule T4 et la transforme en TH2. Donc, TH1 est une cascade. Microbe, virus, interleukine 12, la T4, elle reçoit l'interleukine 12, elle synthétise l'interféron gamma et on va dans la réponse correcte. Si le macrophage a capturé un parasite, il n'y a pas d'interleukine 12, la cellule T, par défaut, elle devient TH2. Alors qu'ici, elle est devenue TH1. Alors, ne pouvons plus sécréter l'interféron gamma, elle va sécréter l'interleukine 4 et l'interleukine 5. Et c'est ce qui se passe dans le cas des allergies. Dans le cas des allergies, voilà une image sur ce qu'on appelle comme une image pédagogique au niveau du poumon. Là, c'est les